Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors ce soir, nous vous proposons une nouvelle émission en partenariat avec l'éditeur Le Lotus et l'Éléphant, puisque nous avons le plaisir de recevoir Gilles Diederich pour son livre Mes premiers tirages de runes. Gilles, comment vas-tu? Très bien, merci de me recevoir et puis bonjour à tous. Je suis heureux de voir que les runes peuvent attirer les Ah oui, lumières, c'est bien. ah oui, 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 complètement. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Alors, je sais qu'adolescent, c'était quelque chose qui vraiment m'attirait. J'avais l'alphabet runique et autres. Et ce que je te disais en préambule, c'est pas évident aujourd'hui. Alors, on parle pas mal des tarots, on parle des oracles, mais les runes, c'est pas quelque chose de si diffusé que ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire ce qui t'a attiré dans les runes, parce que c'est pas ton premier livre en plus, hein. Non, c'est pas mon premier livre, mais les runes, j'ai découvert ça tout petit. Et oui. Parce que mon père déjà s'initiait à ça et c'était quelque chose qui était en même temps dans la réalité de la pierre, du bois, d'un matériau qu'on peut toucher et Ouais. qu'on peut laisser s'imaginer. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, on a tout de même des symboles qui sont dessinés, gravés, peints sur des supports en bois, sur des petits galets. Moi, j'étais en Bretagne, on allait chercher des petits galets, peindre tout ça. Il m'expliquait un par un chaque symbole, mais en laissant vraiment l'imaginaire. Donc ça m'a plu. Et puis au fur et à mesure, je suis tombé sur la géomancie, qui est vraiment le travail de la terre, des pierres, de la famille, ça c'est autre chose. Et j'y suis revenu justement à l'adolescence parce qu'on a commencé à plus en parler. Mm. Moi, je cite souvent ça comme exemple, mais moi, à mon époque, parce que là j'ai 64 ans, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pratiquement pas de On a le même boutique âge ésotérique. alors. Hein. On a le même âge à peu près. Oui, oui, c'est ça. Non, non, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a une mine d'informations sur Internet, mais Oui. qu'à l'époque, tout se faisait par la transmission. C'est-à-dire que tu rencontrais quelqu'un qui t'apprenait, qui te transmettait quelque chose. Mm. Et pour ça, les terres de Bretagne, c'est très, très riche de tout ça. Ça a été facilité par la famille. Et petit à petit, bah, je me suis procuré quelques documents. Et puis un jour, un bouquin sur les runes, on va dire très générique. Et là, je suis rentré dedans, puis j'ai commencé à rencontrer des gens. De toute façon, les runes viennent te chercher, hein, c'est comme toujours. Oui. Hein, Ouais. Ouais. si tu veux être un apprenti des runes, il y a un moment où tu vas avoir une occasion, une opportunité qui va se créer. Et tu vas te dire, là, je passe à autre chose, ça va remonter ma vie différemment. Et c'est devenu une passion parce que bah, je m'y suis retrouvé très vite. Chaque rune a une signification, ses significations. Tu parlais des tarots, il y a 22 étapes dans le tarot, 22 étapes de vie. Dans les runes, il y en a 24, une 25e maintenant, en plus, qui a été rajoutée après, et qui parle vraiment de ce que tu peux vivre au quotidien, ou ce que tu peux un peu prévoir ou prédire pour ton avenir. Ça, c'est la base. Maintenant, aujourd'hui, j'ai été formé en tant que musicothérapeute, relaxation. Je suis auteur-compositeur. J'ai toujours été passionné par l'ésotérisme. Tu parlais des UFO tout à l'heure. Je suis un fan des UFO parce que pour moi, c'est une évidence qu'on vit déjà avec tous ces gens autour de nous, qu'on est nous-mêmes peut-être extraterrestres, etc. Et si tu veux, là où ça rejoint les runes, c'est que dans la mythologie nordique, tout était permis. Tu pouvais penser tout ce que tu voulais. Le côté principal, c'était quelque part au départ la survie. Parce que demain, on ne savait pas de quoi demain était fait. C'était des périodes très difficiles entre le 1er siècle et le 2e siècle dans les pays scandinaves. C'était pas un commerce traditionnel, c'était je prends ce dont j'ai besoin chez le voisin ou dans la tribu adverse ou de l'autre Un côté peu du pays. viking, ouais. Voilà, et on se pointe et Voilà, on prend ce dont on a besoin, sinon on n'est pas sûr dans 2-3 jours d'être encore en vie. ouais. D'où le recours aussi à l'oracle, la divination, pour se rassurer. Non, Mm. mais il y a de la superstition, mais même aujourd'hui, si tu Ah oui. regardes, moi je vois les hommes politiques, quand ils commencent à parler un petit peu de choses un peu plus occultes, ils rentrent dans la superstition tout de suite parce qu'ils savent Mm. que ces croyances-là ne sont pas que des croyances, il y a des réalités, il y a des courants d'énergie qui nous relient, nous, physiquement, à des énergies invisibles, alors qu'ils peuvent être les éléments de la nature, les forces de la nature, les esprits de la nature, les défunts, les dieux. Et pour ça, les Nordiques ont construit au Mm. fur et à mesure ce qu'on appelle l'arbre du monde, l'Yggdrasil, qui a commencé à ordonner un petit peu
bon, toutes les légendes, tous les combats, tout le rapport justement au vivant, au non-vivant, le chamanisme, tout ça est né, mais ça a permis progressivement d'établir une forme d'initiation que sont devenues les runes, et la mythologie est bien sûr inspirée par Odin. Odin, c'est le grand initiateur, c'est celui, c'est le référent, quoi. Le C'est le boss, référent, le taulier, c'est le taulier, lui, il fait le, tout, voilà. le Johnny Hallyday des Ah dieux oui, tout à nordiques. fait. Non, non, mais tu t'en parlais aussi par rapport à la culture, ça revient quand même aussi à la mode parce que quand tu regardes bien tous les courants culturels musicaux, beaucoup se sont inspirés de tout ce qui est nordique, tout ce qui est celtique, parce qu'il y a une part dedans de vécu. On sait que ça n'a pas été fait dans le style religieux, mais dans le style plutôt survivalisme. C'est-à-dire que, Mhm. voilà, si demain je quitte le fjord, est-ce que j'atteindrai l'Islande? Est-ce que les glaces seront ouvertes, fermées? Comment ça va se passer après-demain si j'ai besoin de bois? Où est-ce que je le trouve? On fait l'appel à l'oracle, au devin qui, lui, va se mettre en travail pour se mettre en rapport avec les ancêtres et puis leur demander leur avis. On retrouve ça après partout avec le paganisme, la Wicca aujourd'hui, etc. Tout ce qui revient aussi à la mode. Mais oui, parce qu'on sent qu'il y a quand même oui, une espèce de mouvement de fond Il y a une ferveur, il y a une ferveur. qui réétude. Là, à Noël, il y a une documentariste qui a sorti un documentaire qui s'appelle Yule. Voilà, et Yule, bah, c'est le Noël nordique. Bon, Ouais, qui réexplique pourquoi c'est cette date-là. Enfin voilà, il y a tout un mouvement. Et moi, j'ai toujours retenu une phrase de Lovecraft, de l'auteur Philippe, ouais. Howard Philip Lovecraft, qui avait dit un jour, mais moi, si je devais choisir ma religion, elle serait nordique, parce que les dieux nordiques, eh ben, ça pète beaucoup plus que les dieux chrétiens, enfin que le dieu chrétien. Et voilà, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, ils n'avaient pas justifié, ils voulaient faire un truc, ils le faisaient, et c'était quand même autre chose, et c'est un petit peu ça. Alors, tu parlais de la culture, mais je pense que les films Marvel et avec le personnage de Thor Oui. ont un peu aussi participé quelque part à ce revival de la culture nordique. Oui, et puis c'est très simple pour un scénariste, un créateur de personnages, de se sensibiliser à tort avec le marteau, avec celui qui frappe la glace, avec celui qui ouvre les mondes. C'est une porte ouverte extraordinaire dans l'imaginaire, mais c'est un imaginaire qui n'a jamais été bridé. Les seuls qui ont commencé à le remettre un petit peu en ordre, ce sont tous les moines écossais qui sont arrivés en Islande entre le 9e et le 13e siècle et qui ont vu que Ouais. ces légendes-là avaient vraiment une importance cruciale pour la vie des gens en tribu, en société, et que c'était aussi un moyen de récupérer une histoire déjà écrite, de la mettre sous forme poétique, mais ce sont tout de même à chaque fois des dieux qui ont une fonction. Et c'est en fonction aussi de l'endroit où le dieu a été créé, on va dire, si par exemple tu es dans une vallée euh, où les forces sont très très puissantes, c'est-à-dire que chaque fois le vent passe, à chaque fois qu'il y a une tempête, ça passera là, il y aura de la glace, il y aura de la neige, il y a un dieu protecteur, on invoque un dieu protecteur. Si on prend le Drakkar demain pour franchir 1000 ou 2000 kilomètres d'eau, parce qu'on a retrouvé les traces des Vikings aux Mm. États-Unis, partout jusqu'en Russie, enfin c'est des trucs incroyables. Bah, il s'inspirait aussi d'un dieu qui créait pour le besoin, pour le moment, mais c'est ce qui aussi donnait une force au collectif, parce que la force de la mythologie nordique, même s'il y a des dieux qui peuvent être imaginaires, des dieux, on va dire, réels et concrets dans leur action, c'était que ça renforçait la cohésion du groupe. Tout Mm. était dans la cohésion du groupe. Quand tu tires les runes, tu les demandes par exemple pour toi, on te dira toujours après de le mettre au service du collectif. Le travail, Mm. c'est ça. C'est-à-dire, n'oublie pas que tu fais partie d'une tribu. Même si tu te sens seul, tu es relié à des tas de gens. Il y a quelque chose de même de quantique là-dedans, quoi. Mm. Tout se tient, tout se parle. Ton ennemi, c'est pas un ennemi, on va l'appeler un adversaire. Un adversaire, c'est celui qui te renforce, qui t'aide à créer des solutions, qui t'oblige à chercher en toi comment sortir d'une situation difficile. Donc là, on rentre à chaque fois dans une nourriture céleste, et c'est la nourriture d'Odin. D'Odin qui est resté pendant 9 jours pendu par les pieds, à apprendre de la terre, à apprendre des défunts, à recevoir tous les secrets, à être initié. Et justement, cet initié tête en bas, pied en l'air, tu le retrouves dans le tarot aussi, avec le pendu. On va voir qu'ensuite, ça fait le tour du monde. Les Tibétains, les Mayas, dans les mêmes périodes, on va dire, travaillaient aussi sur des systèmes de pensée un peu similaires. Hein, Mm. les Kuru Rinpoche, les manières de faire fonctionner la roue du Dharma, c'est-à-dire de la réincarnation, tu le retrouves aussi dans la mythologie nordique, tu le retrouves chez les Celtes. Donc c'est quelque chose que nous, on voit un petit peu comme une légende, des paysages extraordinaires, très riches,
mais c'était dans le fond du cœur des gens, dans l'âme, et dans l'obligation de connaître pour mieux vivre et mieux survivre en tant que collectif. Ouais. On a quelques traces de grands guerriers, quelques traces de tribus, mais on a surtout la trace euh, de possibilités de personnes qui se projettent sur 3000 kilomètres sans savoir ce qu'ils allaient trouver, où ils allaient arriver. Ils avaient entendu parler de prairies verdoyantes ou autres. Ils ont d'abord été en Islande, et l'Islande est devenue une terre vraiment d'initiation, parce que c'était une terre déjà très dure, une terre où tu trouves aussi bien du soleil, des volcans, de la neige. Bon, ça change tout le temps, donc ça, vivre là-bas, c'est un imaginaire extraordinaire. Donc à chaque fois qu'ils allaient là-bas, c'était aussi pour recevoir l'initiation vraiment chamanique, et généralement donnée par les femmes. Ça, c'est le deuxième aspect aussi de l'Yggdrasil, c'est qu'il y a un aspect féminin très très important, et qu'il y a un respect fondamental, comme chez les druides d'ailleurs dans le celtisme. La druidesse était considérée comme beaucoup plus puissante que le druide, dans le sens où déjà elle faisait plus d'études, mais elle avait aussi cette capacité d'enfanter, donc de travailler la matière. Sa matrice mettait aussi une possibilité de construction pour tous les êtres, parce que l'enfant qui naissait d'une druidesse était quelqu'un aussi normalement d'initié. Donc tu vois, il y a tout un... Donc pour quelqu'un qui arrive là-dedans, pour l'imaginaire, c'est fabuleux. Et le Seigneur des Anneaux, enfin Tolkien, etc., se sont engouffrés là-dedans. Wagner pour les compositions. Après, ça a pris des aspects plus sombres avec le nazisme, etc. Mais voilà, alors oui, on va y venir parce qu'effectivement, est-ce que cette culture n'a pas été un petit peu, comment dire, pas occultée, mais en tout cas un petit peu moins mise en avant parce qu'il y a effectivement, on sait que le mouvement nazi était quand même très porté sur l'occultisme, aussi sur ces légendes-là. J'imagine que ça a un peu créé un froid en disant si je m'intéresse à cette culture, bah, peut-être que j'ai des acquaintances aussi avec le mouvement nazi. Enfin voilà, ça peut être compliqué. C'est vrai qu'ils ont eu besoin de support. Et ces supports-là étaient, on va dire, pratiquement génériques en toute personne, parce qu'on rêve tous d'être le guerrier, on rêve tous d'être le devin, la devineresse, le druide, la druidesse un jour ou l'autre, de voyager, d'être fort, et qu'on trouve absolument tous les attributs possibles de force, de ruse. Mais ça, c'est le côté actif nécessaire pour survivre. Le côté sagesse, derrière, ils ne l'avaient pas du tout, ça c'est évident. Voilà. Ils ont même été jusqu'au Tibet pour trouver ça. C'est pour ça qu'ils avaient de la suite dans les idées quand même. Mais c'était pour imprégner une forme de sceau, comme un talisman marqué, on va dire, le fait de prendre la Svatisca, de la tourner à l'envers, c'est-à-dire dans l'involution plutôt que l'évolution. C'était une volonté de comprendre que ce qui peut être bien, on peut en faire un côté ombre qu'on va utiliser. Or, dans la mythologie nordique, c'est pas du tout ce qu'on utilise, parce qu'encore une fois, autant on peut aller se servir chez l'autre quand on a besoin de quelque chose, autant on honore les défunts, autant on est capable de prendre leur crâne, de dormir avec pour leur demander conseil pour le lendemain pour une autre bataille. Alors c'est très particulier, hein, on est loin du mental habituel, du bien, du mal, du concept des choses un peu roudoudou gentilles. On est vraiment dans ce dont j'ai besoin, je l'utilise, mais j'ai le respect des choses. Après, sur un champ de bataille, il se passe ce qui se passe, comme toutes les guerres, comme on le voit actuellement, mais ce sont d'autres instincts. Mais en tout cas, s'intéresser aux runes aujourd'hui, c'est simplement revenir aussi vers ce qui est l'esprit de la communion avec la nature. Parce qu'il n'y a pas plus grand chamanisme, je trouve, aujourd'hui disponible que la mythologie nordique, dans le sens où quand tu vas te balader là-bas, quelque part, tu te sens seul et tu te sens accompagné. Tu te sens pas seul, mais tu te sens humble. Tu vois, cette humilité, elle revient naturellement parce que tu te dis, là, ce soir, j'ai trouvé un hôtel, soit je meurs de froid. Tu es écrasé par la nature, quoi. Là, tu te rends compte. Voilà. Donc, tu es obligé de composer avec et de t'adresser à elle. Et plus tu la comprends, moins tu la supportes, mais tu vis avec. Plus tu la complémentes, plus tu deviens un arbre à deux pattes, parce que le but, c'est de devenir, dans ce chamanisme-là, un élément de la nature naturelle, comme un arbre, comme un animal, et c'est pour ça que tu t'adresses à l'animal, et que tu vas retrouver des animaux dans l'Yggdrasil, que tu t'adresses aussi à tout ce qui est sous la terre, les insectes, les racines, parce que tu en auras besoin aussi, toi, peut-être, pour te diriger, pour manger, etc. Tu intègres tout ça, et tu fais partie de la nature. C'est ça aussi la mythologie nordique, et c'est, je pense, ce qui est son grand atout aujourd'hui, pour être vu d'une manière de fraîcheur. C'est vraiment, on y trouve ce qu'on veut. Il y a même un arbre avec un ordre de travail, vraiment les racines, le tronc, les feuillages. On grimpe au fur et à mesure en initiation vibratoire là-dedans pour arriver à se nourrir que du ciel. Mais ça se fait à travers les épreuves des 24 runes que tu as là, par exemple, dans le jeu. Voilà, effectivement, puisque là, alors comme d'habitude, c'est vrai que le lotus et l'éléphant, je trouve que
Ce sont des livres avec du contenu, mais c'est surtout des beaux livres en général, hein. Honnêtement, ça c'est vrai que le Lotus et l'éléphant fait vraiment un effort. Et sur ton livre, il est fait aussi parce qu'il est très illustré, très coloré, mais surtout, eh bien, avec le livre, eh bien, vous avez, alors comment on dit, des lames, des runes, comment on les appelle en fait? Là, ce sont des cartes runes, si tu veux. En fait, au départ, on avait à choisir entre faire quelque chose déjà de matérialisé Oui, ou de commencer par une sensibilisation, oui, parce que ça peut paraître aussi compliqué. Je rappelle qu'au départ, normalement, on n'a que 24 ondes de forme et une 25e carte qui est une rune blanche, passe-partout. C'est un petit peu le joker du jeu, si tu veux, qui peut démultiplier quand tu la tires l'effet des cartes auparavant. Voilà, c'est la c'est vérité. celle-là. Et après, moi, j'ai dit, ça serait bien de faire les cartes parce que tout le monde peut y jouer, on va dire, tout le Ouais, monde peut ouais, tirer facilement. Les petites pierres et autres, c'est plus difficile d'expliquer ce qui est pour, ce qui est contre, il faut qu'elles soient à l'envers ou pas, on peut le faire avec les cartes. Mais c'est surtout que ça demande ensuite un investissement personnel, c'est-à-dire que quand tu réalises tes runes, tu te mets en relation avec vraiment la partie la plus intérieure en toi, la partie la plus ouverte, la plus de cœur et de lumière, et tu te relis, parce que quand tu tires les runes, ou quand tu te mets à vouloir intégrer la force des runes dans un support, comme la pierre ou le bois, tu appelles ces énergies à venir vers toi. Il faut imaginer que depuis plus de 2000 ans, ce sont des millions de personnes qui ont fait des tirages de runes. Donc ça forme comme un égrégore, ça forme une énergie considérable dans laquelle toi tu vas puiser et qui va t'inspirer si tu la respectes. C'était vraiment en phase avec ça, avec ce travail-là de respect des anciens. Les anciens vont t'envoyer les messages dont tu as besoin, vont t'envoyer l'énergie dont tu as besoin, et c'est considérable. Donc, ils mettent en route en toi une forme d'ingénierie intérieure qui est une forme énergétique, chakra, aura, tout ce que tu veux, mais qui fonctionne, qui est fonctionnel et qui te met en action. Donc c'est pas, c'est pour ça que je préférais commencer vraiment par des cartes, et ensuite ouais. quand la personne se sent prête, il y a un rituel pour réaliser ses runes, c'est très sympa, tu vas dans la forêt, tu choisis le bois. Moi, quand je vais sur les plages en Bretagne, je cherche des petits galets plats à peu près de même forme, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, parfois 3 jours. Ouais, c'est ça, il y a ce côté, Voilà, ce après, si côté tu veux, il y a un côté merveilleux, tu as l'impression qu'on les a déposés pour toi. Parfois, un jour, tu en trouves 5, le lendemain, tu n'en trouves pas, tu es énervé, tu te dis, quand même, c'est grand, mais il n'y a pas le galet que je veux. C'est pas pour rien. Quand on tire les runes, parfois, on n'a pas de réponse, dans le sens où on se dit, mais c'est pas le moment de demander, tu as autre chose à faire. Là, soucie-toi plutôt de ça, on va te donner un message pour ça, mais ce ne sera pas une rune. Tu as besoin, donc tu peux être dans une situation où tu te dis, mince, les runes, par moments, sont pas faciles, mais c'est normal, c'est un enseignement. Tu as en face de toi, quelque part, un enseignant invisible qui dit, arrête de chipoter, là, c'est pas le moment de faire ça, fais ce que tu as à faire dans ta vie courante, occupe-toi de ça, et maintenant, le lendemain, tu vas trouver les runes qui te manquaient. Et là, tu peux les peindre, tu peux les graver, et tu es tout content. Tu t'investis dedans en le faisant, et à partir du moment où tu commences à faire tes tirages, tu sens que tu n'es pas seul, tu sens que tu es accompagné, ça donne plus de poids à ce que tu fais. Ça n'empêche pas que, comme tout le monde, il y a des réponses qui ne vont pas te plaire. Tu te dis, ah mince, j'aurais préféré autre chose. Mais c'est pas grave, ce sont que des conseils, tu fais ce que tu veux. Le plus important, c'est de toute façon apprendre au fur et à mesure son autonomie. Au fur et à mesure, je prends les runes parce que c'est un moment où, par exemple, il se passe tellement de choses autour de moi que j'ai plus la tête dans le guidon, je vois plus. Alors je vous demande à vous, les anciens, je vous demande vraiment de m'apporter un conseil simple, très très clair, le plus simple possible. Mettez devant moi, par exemple, la carte de mon territoire actuel, le territoire actuel, c'est-à-dire où j'en suis, parce que vous avez la vue d'au-dessus, et vous me dites maintenant, écoute, là, tu vois bien qu'à gauche, cette personne que tu pensais un ami va être un adversaire très rapidement. Là, la situation que tu voulais voir se résoudre, ça va être plus long que tu ne le penses, etc., etc. Il te donne des conseils, mais il te donne au moins la carte du territoire de là où tu en es, de ce que tu as de possible et ce qui va être difficile à faire. Alors, ils te disent pas, ne fais jamais ça. Ils te disent ça va être plus compliqué, tu en apprendras autre chose. Si tu veux quelque chose de plus simple, on te montre ça. Après, tu choisis. Mais au moins, ça te donne un recul sur une situation où tu n'arrives plus à voir parce que tu es pris par le quotidien, qu'il y a le stress, etc., tout ça. Et que ce recul-là va te permettre de ne pas être pompé par la situation, de garder ton énergie et de rester centré. Et à chaque fois, quoi que tu fasses dans les runes, tu reviens au centre, tu reviens à l'arbre. L'arbre qui est en toi, c'est-à-dire la Kundalini, quelque part. Hein. Oui, C'est quelque vraiment part. ton arbre à toi qui monte et autres. Et tu te repères au fur et à mesure. Et plus tu tires, plus tu t'aperçois que ça correspond à plexus solaire. Tu te dis, oui, souvent, c'est bloqué, j'ai du mal à laisser passer l'émotion. Parfois, c'est l'ouverture du cœur, parfois, c'est le troisième œil, parfois, c'est tout en haut avec des rêves incroyables. Parce que les runes vont rebondir aussi dans tout ce qui est
occulte, ésotérique au niveau des rêves. Tu vas avoir des rêves de plus en plus prégnants. Il y a beaucoup de gens qui, après avoir fait 2-3 ans de travail sur les runes, font du vol astral très facilement, parce qu'ils ont pris confiance, parce qu'ils sont détendus sur les couches les plus fines, les plus subtiles, qui sont le corps causal, tu vois, tout ce qui est vraiment les causes et effets que tu commences à résoudre. Donc tu deviens plus simple, plus léger. Mais c'est aussi ton autonomie qui t'est donnée par ces runes, par ces conseils. Mais il faut travailler, il faut tout le temps travailler. Il n'y a rien de prémâché, il n'y a rien de prémâchouillé. Et pour ça, effectivement, comme je te disais, il y a des moments, tu te prends une ou deux claques et tu te dis, bon, bah, à chaque fois que j'essaye d'avoir une réponse, je ne l'obtiens pas, fait que quand même. Donc, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment, il faut pas que je force. Alors, on est bien d'accord. Moi, je me dis en même temps, si le lotus et l'éléphant avaient voulu fournir les runes en galet, ça aurait fait un gros livre quand même. Ça aurait été compliqué. Donc, autant commencer. Oui, et puis je pense que si tu veux, le livre a été construit pour que tu apprennes au fur et à mesure. Ouais. On va jusqu'au mudra, on va jusqu'au yoga, on va jusqu'à la talismanie et autres. Donc, tu ne peux pas aborder ça comme quelque chose que tu lis en sautant un chapitre. Tu peux, hein, mais c'est vraiment pas recommandé. À partir du moment où tu vas utiliser, faire tes premiers tirages avec les cartes, tu vas avoir envie à un moment ou à un autre d'aller plus loin. Et ça, ce déclenchement, cette porte ouverte, naturellement, va t'apporter beaucoup plus de vision et d'énergie, va déclencher des rencontres, parce que tu t'investis dans la matière. Là, c'est pas que mental, un petit peu énergétique, je fais des tirages, j'apprends, etc. D'un seul coup, on te dit, allez, passe à la matière maintenant. Mets dans la matière ces runes, et tu vas voir que ce sont des ondes de forme. Chacune est une onde de forme, émet quelque chose. On va te conseiller de dormir avec, de le mettre sous un oreiller, ou autre, tu vas rêver, tu vas avoir certains types de rêves, etc. Donc, tu vois, ça va très très loin au fur et à mesure. Mais il faut bien commencer par quelque chose qui soit assez générique. Ce sont les gammes. Une fois que tu connais les gammes, si tu veux improviser, il n'y a pas de souci. Mais sinon, tu vas faire n'importe quoi. Tu as rencontré des gens qui ont fait leurs propres runes dans des matières peut-être un peu, pas improbables, mais étonnantes? Oui, bah, y a des gens qui vont peindre. Alors, c'est généralement des artisans d'art. J'en ai vu sur des vitraux, des petits bouts de vitraux, des choses comme ça. J'en ai vu aussi en ferronnerie, des trucs incroyables. Beaucoup dans la couture aussi, avec la talismanie, et généralement chez les Écossais, les Irlandais. Parce que quand on va du côté de Roscoff en Bretagne, il y a tous les ferries qui viennent d'Irlande, etc., les Écossais. D'ailleurs, permets-moi quand même, parce que tu sais qu'ils sont susceptibles. Hein. On va saluer bien sûr tous nos amis bretons, et ils sont Oui. Si on ne les salue pas, après ils se fâchent. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'amis bretons. Région magnifique, riche. Voilà, c'est quelque chose. Tout vit encore, tout est encore en état de travailler, les menhirs, les dolmens. Il faut trouver un sachant qui t'explique ça. Et après, c'est une manière fabuleuse de se déstresser, c'est une manière fabuleuse d'apprendre les techniques de rêve, les techniques de communication avec le côté des défunts et autres. Alors, évidemment, ça paraît un petit peu ésotérique, mais ça l'est. La Bretagne est terriblement ésotérique. Hein, vous pouvez toujours passer sur les côtes, vous baigner, profiter de ça, c'est extraordinaire. Dès que vous rentrez vers l'intérieur des terres, vous rentrez dans une partie finistérienne qui est un petit peu plus sombre au niveau du temps, et qui peut être très violente, et qui rappelle justement la mythologie nordique aussi, c'est-à-dire que quand tu te retrouves sur les monts d'Arrée, nous sommes arrivés au mois de novembre, vers 11h du soir, avec une pluie battante, tu vois rien à 3 mètres, ça s'arrête, après tu as le brouillard qui passe, tu as l'impression de voir des gens qui passent à travers, tu te dis mon Dieu, où est-ce que je suis? C'est surtout pas là où je veux tomber en panne, mais ça vit, c'est-à-dire que d'un seul coup ton imaginaire se décuple, et là tu développes une certaine sensibilité qui te permet après, quand tu te couches, de rentrer en contact plus facilement avec tous les êtres de la nature qui sont autour. Donc c'est ésotérique, c'est fonctionnel, et j'invite chacun à faire son petit travail là-dessus. Et les runes, pour ça, sont très intéressants, parce que c'est relié aussi, entre autres, à la pierre et au bois. Ce sont des éléments naturels, quoi. Et il y a un côté très géométrique quand même, hein, justement, qui est intéressant aussi. Hein. Enfin, il y a de la précision, il y a de la géométrie. Voilà, Ah oui. Parce que quand tu as, par exemple, la première rune qui est Féou, que je tiens ici, si tu veux, Féou, c'est vraiment la première force, c'est le feu cosmique. Mais alors, justement, c'est la question que je voulais te poser avant qu'on rentre dans les runes. Oui. Est-ce que tu en as une préférée, toi? Que quand tu la tires, tu dis ouais, là c'est bon. Là. Moi, c'est celle-là, justement, parce que ça veut dire que là, tu disposes de l'énergie que tu veux. Et de l'énergie, si tu veux, si tu regardes symboliquement, c'est comme si tu avais le tronc et que tu avais 2 branches. Ouais. Donc, on est dans une partie de l'arbre. C'est-à-dire que tout ce qui descend du ciel va descendre en toi, va s'incarner en toi au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que là, tu es en protection, mais tu as aussi vraiment l'énergie pour agir et c'est favorable pour toi.
Donc, c'est une rune que j'aime bien. C'est une rune que je mettrais, par exemple, aussi en talisman. C'est-à-dire que je vais la prendre, je vais la dessiner, ou je vais la coudre, ou je vais la peindre sur une pierre. Je vais l'accrocher au-dessus de la porte, par exemple, de mon bureau de travail pour me donner la force le matin, etc. Tu vois, on peut aller très, très loin assez rapidement. Mais je retrouve une part de l'Yggdrasil. Donc, vraiment, de l'arbre du monde. Par contre, si je tombe sur la deuxième, qui est ici, qui s'appelle Rose, c'est une force qui revient vers la Terre. C'est-à-dire que c'est un bâton qui commence à monter et qui revient en bas. C'est-à-dire que cette force-là, elle est canalisée. C'est un petit peu le hara. C'est bien. Mais si tu devais agir, tu as la force dans le hara, mais ça ne veut pas dire que tu as la force qui vient d'en haut pour te faire aller de l'avant. Donc, tu vois, c'est des tas de choses comme ça. On peut travailler symboliquement, on peut travailler dans l'imaginaire avec. Et j'invite toujours les gens à partir avec de l'imaginaire et du créatif. Et à te laisser les premiers mots qui viennent, ne pas attendre vraiment une démonstration analytique et intellectuelle. On peut le faire, par exemple, moi j'ai mis l'arbre du monde, j'ai mis les dieux, mais honnêtement, bon, ce sont des capacités intéressantes au niveau culturel, mais il ne faut pas trop rentrer non plus là-dedans, dans le sens où tu t'y perds. C'est comme les tarots de Marseille, tu as la figure, puis après tu as les couleurs, tu as la coupe, tu as l'épée, etc. Si tu rentres là-dedans, il faut déjà être très calé, mais bon, voilà, on l'a mis parce que c'était nécessaire d'en parler quand même. Mais c'est la force qui agit qui est importante en toi, tu l'as ou tu ne l'as pas. Si tu prends la troisième, tu as Torissas ici, et là, si tu veux, tu as bien un bâton droit, mais tu as aussi une épine. Et cette épine, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que, effectivement, tu as de la force, mais cette épine, si elle est pour toi, ça veut dire que quelqu'un veut t'agresser, et si elle est contre toi posée comme ça veut dire que c'est une protection. Donc, au moment où tu vas tirer ta carte ou ta rune, ton galet ou ton morceau de bois, tu vas avoir ça. Si c'est une question du genre, demain j'ai un rendez-vous commercial, on va prendre un truc tout simple, je dois aller voir une télévision pour vendre un projet, etc. Est-ce que ça va bien se passer? On va te dire, t'es droit, toi-même tu relis la terre et le ciel, c'est bien, il y a le bâton qui est là, tu as l'Yggdrasil qui est proche, mais il y a aussi besoin d'une protection, c'est-à-dire tu vas tomber peut-être sur des gens un petit peu agressifs, qui vont voir qui tu es, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Et en tout cas, toi, il ne faut pas y aller blessé, c'est-à-dire que si tu te sens en état de faiblesse parce que tu as vécu des choses difficiles, reporte le rendez-vous, toi. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, tu vois, on peut très, très, très vite, au fur et à mesure, se laisser aller à travailler un petit peu le côté, on va dire, médiumnique, le côté de réception, de canalisation. C'est assez simple. Et pour terminer, pour ces cartes-là, par exemple, là, tu as Ansuz. Alors, c'est comme Féou, sauf que Féou avait les branches vers le haut, je vais dire, voilà. Hop, tandis qu'Ansuz a les branches vers le bas. Ça veut dire que là, effectivement, ça descend, mais en même temps, ça t'abaisse l'énergie. Donc, tu vas avoir une énergie qui va être vraiment au niveau de la Terre et moins au niveau du ciel. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour quelqu'un qui dit moi, avec cette personne-là, est-ce que je pourrais former un couple? Bon, on prend des choses très, très basiques, hein, mais qui sont la réalité de toutes les personnes. Ça peut être des vraies questions qu'on se pose, effectivement. Ouais. Voilà, donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous les anciens? Dites-moi comment ça se passerait avec cette personne-là? On va dire sur le couple, ça c'est la réponse pour le couple. On va dire c'est bien, ça va descendre l'énergie, mais vous ne serez pas branché spirituellement forcément. Donc ça dépend ce que tu veux. Si tu veux une relation où justement tu n'as pas envie de parler de spiritualité parce que c'est pas ton truc ou des choses comme ça ne sera pas ce qu'il faudra. Par contre, c'est vrai que c'est à toi de voir, si tu veux vraiment quelqu'un, ça serait mieux de tomber sur une brune comme Féou qui te dit, là, tu as l'arbre, tu as les branches, tu as tout ce qui est en place, tu peux travailler avec cette personne-là, tu vas t'en sortir. Tu vois, donc il faut vraiment rester assez simple. Et ces ondes de forme-là, tu les travailles. Et quand on parlait tout à l'heure de l'Allemagne, etc., il y a en Allemagne un endroit, alors je ne me rappelle plus, en Bavière, où tu as dans les montagnes taillées, alors depuis 2-3 000 ans, les runes, mais comme des lits. C'est-à-dire que tu peux te coucher dedans, et l'initiation consiste à passer la nuit dedans et t'imprégner de la force de la rune. Tu vois. Donc, il faudra arriver à incarner cette rune-là pour bien la comprendre. C'est pour ça qu'on a mis aussi le yoga après. Quand tu fais le yoga de la rune, tu fais le mouvement, tu inspires la force de la rune, tu prononces les lettres de la rune, donc tu as une forme de vibration qui va agir au niveau fréquence, te mettre en harmonie, tu te mets en écoute, et au fur et à mesure, tu vas recevoir d'en haut ces effluves d'informations et tu vas vraiment pouvoir intégrer la rune, ouais. Tu deviens la rune quelque part, ouais, effectivement. Alors, moi, c'est la partie du livre qui m'a étonné parce que j'ignorais, très honnêtement,
qu'il y avait un yoga runique. C'est quelque chose. Alors, j'imagine qu'au IIe siècle, on ne faisait pas du yoga et pas du yoga runique. C'est quelque chose qui est récent, qui a été adapté. D'où vient ce yoga runique? C'est quelque chose, si tu veux, les runes au départ, c'est vraiment. Ça a été 16 lettres du futark. Le futark, c'était vraiment l'alphabet nordique, on va dire, de l'époque, qui est passé ensuite à 24. Et avec ces lettres-là, on les a fait évoluer au niveau des formes pour donner aussi un travail initiatique. Mais ça, c'est venu dans chaque tribu et c'est au fur et à mesure. C'est comme un entonnoir, si tu veux. Ça rejoint chaque pays pour après ne former qu'un seul cordon d'enseignement. Et le yoga est venu beaucoup plus tard, il y a même pas 150 ans. Hein. Oui, voilà, d'accord. Tu vois, je veux dire, c'était quelque chose, finalement, les gens se disaient, si je prends que le sens de la rune elle-même, c'est un petit peu austère, tu vois, à moins d'être super branché, ce qui est possible, ou alors d'aller dans des lieux qui font référence à ça, comme on disait tout à l'heure en Allemagne ou en Islande, au niveau des centres initiatiques qui existent toujours. Tu vas apprendre ce que c'est qu'une rune en la vivant, et on va te mettre dans l'élément feu, dans l'élément glace, dans l'élément terre, eau, etc., pour la comprendre. Le yoga, donc, est venu un petit peu en plus pour donner une complémentarité simple, une compréhension pour mieux intégrer la force. Et donc, tu la représentes par le mouvement, tu la représentes par le souffle, tu la représentes aussi par les mudras. Les mudras sont venus après aussi. Oh, il y a quoi? Il y a 50-60 ans. Parce que ça apprend aussi à servir finalement des points énergétiques du corps. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est quand même une technique qui a énormément évolué. Moi j'ai travaillé avec les Tibétains, j'ai commencé, j'avais 22 ans, c'était des gens qui venaient de l'Himalaya, qui avaient 80-90 ans, c'était des chefs de lignée. Ils arrivaient, ils disaient ce sont des techniques qui n'ont pas bougé depuis 4000-5000 ans. Et je me disais, c'est un peu étrange de ne pas faire bouger une technique, etc. Le sanskrit, le tibétain, bon bref. La mythologie nordique, elle dit, t'as ça dans les mains, t'en fais ce que tu veux. La base ne changera pas parce que nous, on est derrière, on l'assure. Toi, si tu veux que ça prenne la couleur de la peinture, tu veux faire de la relaxation avec, si tu veux faire des cours de gym en extérieur, il n'y a aucun souci. Le yoga, c'est une bonne chose parce que tu ancres la concentration, le mouvement, et tu intègres la fréquence de la rune en t'imaginant mentalement, en disant le son et en limitant au niveau du mouvement. Donc tu fais une circulation d'énergie. Quand tu rajoutes les mudras, tu rajoutes des points que tu touches sur le corps et qui vont Alors, agir. juste Gilles, si tu peux rappeler ce que sont les mudras, parce que c'est peut-être pas spécialement évident pour tout le monde. Voilà, les mudras, ce sont des manières de résumer, c'est un petit peu comme un symbole sous forme de mouvement, si tu veux. Hein, c'est mettre en point tout ce qui est entre intestin, foie et autres, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu vas mettre en action des points réflexes sur le corps. Quand tu travailles ces mudras-là, les Tibétains, par exemple, eux, te mettaient symboliquement, à droite, j'ai la lune, à gauche, j'ai le soleil. Voilà, la lune va vers le soleil passe au-dessus de la lune, etc., repart ensemble, etc. Et ça voulait dire qu'en même temps, tu faisais travailler les poignets, tu faisais travailler tous les avant-bras, et tu faisais travailler tous les méridiens qui étaient reliés aux organes. Donc, c'est une gymnastique aussi des organes, et c'est une manière d'avoir des points réflexes pour travailler la santé, la guérison, des choses comme ça. C'est assez puissant, mais c'est pareil, ça demande aussi une attention, une intention, et la concentration vient après. Donc, à chaque fois, tu rentres en toi, à chaque fois, tu rentres dans le sol, tu t'enracines, et les racines, on revient à l'arbre, on revient au centre. C'est toujours ça. Donc, ce qui est bien, c'est que si on pouvait apprendre ça aux enfants en gymnastique, par exemple, ouais. Tu vois, là, ils sont à droite décalés de leur corps, on les remet au centre, et tout simplement parce que la mythologie peut aller avec. Bon, là, je demande beaucoup, mais ça viendra peut-être un jour. Mais c'est pour dire. Et après, une fois que tu as travaillé ça, tu arrives à la talismanie. Les talismans, c'est vraiment prendre les runes et les mélanger. Si je veux de la force, si je veux, par exemple, croiser quelqu'un, avoir une rencontre amoureuse, je vais prendre Gémeaux, je vais prendre le X, et puis je vais le mélanger avec Féo, etc. Et on va dessiner ces runes-là en émettant l'intention qu'elle soit active, et on en fait un talisman, c'est-à-dire qu'on le découpe et on va le mettre à un endroit précis pour les enfants, pour les cauchemars. Moi, j'invite aussi toujours les parents à travailler avec les enfants là-dessus, parce que c'est hyper simple, c'est créatif, c'est plein de formes, et en même temps, on peut expliquer des tas de choses autour de ça. Ouais, c'est ça, il y a un symbolisme qui permet de faire passer plein de messages, en fait. Voilà. Et c'est en même temps très enfantin, en même temps très profond, mais on revient à l'essentiel, sois là, travaille individuellement, mais pour le collectif. Travaille pas que pour toi. Parce que tu as toute la tribu qui peut dépendre de toi demain, et c'est ce qu'on voit dans un chef de famille, dans ce qui se passe, dans celui qui est obligé du jour au lendemain d'assumer des responsabilités parce que le père est parti ou la mère, etc.
Il faut quelqu'un qui assume. Donc là, c'est la même chose au niveau, on va dire, tribal, avec des rites, avec des manières de travailler ensemble, de se respecter, en sachant que celui qui vient face à nous et qui par moments se montre agressif est quelqu'un aussi qui a besoin d'exprimer une demande, un besoin, une souffrance, et qu'on doit pouvoir y répondre. C'est ça, il y a aussi une forme de prise en charge de l'autre, parce que l'expérience fait que être en tribu, même si tu es fort, bah, c'est pas facile pour tout le monde, à la fois pour y arriver, et puis en même temps, ça te ramène à la réalité de ce qui t'entoure, quand tu vois ce qui se passe en Ukraine, en Russie, qui est ukrainien, qui est russe depuis 100 ans, enfin, c'est toute une histoire, sans rentrer dans la politique ou quoi que ce soit. Ce que je veux Non, dire, bien c'est sûr, que parfois, face à ton frère, ton ancien cousin, etc., tu te dis, bon sang, qu'est-ce qui aujourd'hui nous sépare, alors qu'avant, les cœurs étaient unis, quoi. Donc il y a aussi quelque chose de très fraternel, du survivalisme, c'est vrai, et c'est toujours bon de l'apprendre, et puis en même temps, l'envie du partage, tu vois, comme on le fait actuellement. Voilà, c'est ça qui est génial, quoi. Ça donne l'occasion de parler de choses. Après, tu vas avoir le Seigneur des Anneaux, Ragnarok, tu vas écouter les disciplines. C'est l'ADN du maybe, le partage, hein, effectivement. Sinon, Oui. on discuterait avec les personnes, on ne ferait pas nos vidéos et personne ne serait au courant de rien. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que derrière tout ce que tu vois, par exemple, en politique, sur les enseignes des grands magasins, etc., tu verras qu'il y a des runes qui sont dessinées. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Énormément. Tu as un exemple, par exemple, Alors, il y a oui. Bon. On va voir comme ça après. Il y a eu des gens dans les hypermarchés, je ne vais pas citer parce que bon, oui. Mais il y a eu des gens dans les hypermarchés qui ont fait ça, il y a eu des partis politiques, il y a eu des gens à l'époque de François Mitterrand qui étaient j'allais dire, Mitterrand était très attiré par l'ésotérisme, ça on le sait aujourd'hui. Totalement, et il y avait un magnétiseur à Landerneau dans le Finistère qui travaillait en magnétisme justement pour l'aider à mieux supporter ce qu'il vivait. Chirac était au courant de tout ça. Des gens comme Chirac, quand il allait en Afrique, si tu veux, faisait toujours attention de savoir là où il allait s'asseoir. Quand il allait en Angleterre, il n'allait pas n'importe où non plus. Il n'y a pas que de la superstition, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose qui peut agir. Et que parfois, on a beau être averti, quand on est pris comme ça dans tout ce qui se passe, on ne voit pas le coup arriver, donc les gens se prémunissent, quoi. Mais les runes, oui, tu les vois partout, et tu les verras de plus en plus, je pense, dans les publicités, alors parfois avec des petits... même on se demande si Volkswagen, il n'y a pas eu, par rapport à aussi le Volkswagen, tu vois, quelque chose inspiré des runes, enfin bon, ça va loin, mais c'est vrai que... Hein, ça leur a réussi, en tout cas. Oui, non, mais comme quoi ça marche. Mais c'est vrai qu'honnêtement... en tout cas, pour amener un petit peu la chance, pour amener le côté bien-être mental ou autre, c'est très chouette de s'investir dans les runes, de les réaliser soi-même, parce que c'est un petit jardin secret qu'on développe. Et dans ce petit jardin secret que tu acceptes de créer, de te révéler à toi, tu vas avoir tes ancêtres qui vont venir, tu vas avoir ton grand-père disparu, tu vas te remettre à rêver de lui, tu vas avoir envie d'aller dans certains coins de la forêt qui te paraissaient sombres avant. Alors dans ce sombre, il y a énormément de lumière à découvrir. Enfin, c'est une forme d'initiation, de transmission qui est très subtile. Et tu vas te mettre à rencontrer des gens en te disant, tiens, c'est pas du tout le genre de personne vers qui je devrais aller. Et pourtant, il y a quelque chose d'intéressant, magnétique en lui. Tu vas faire attention au langage aussi des personnes qui vont venir... en discutant d'un sujet qui ne t'intéresse pas, puis d'un seul coup répondre à une question que toi, tu t'es posée la veille, en disant, mais pourquoi il me parle de ça? Toi, on va se servir autour de toi de tous les éléments possibles pour t'adresser des messages. Et ça, c'est aussi le développement médiumnique que proposent les runes. Donc, c'est vraiment visible, invisible, sont liés. Et les Celtes le disaient aussi, les runes en parlaient aussi. Un jour, ils disaient, quand les gens mourront autour de vous, dans l'instant T, vous les sentirez juste à côté de vous. Vous sentirez les défunts proches de vous, vous parler. Alors qu'aujourd'hui, de temps en temps, vous en rêverez, vous aurez quelques signes. Ça va être de plus en plus prégnant. Et ça l'est de plus en plus. Moi qui travaille là-dedans, enfin, au niveau de la recherche des vies antérieures, etc., je vois de plus en plus de gens qui me disent, mais j'ai de plus en plus de signes, j'ai de plus en plus de... Parce que ça se rapproche, parce que les gens sont plus proches aussi à écouter, à entendre, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ce qui se passe et ce qui commence à se passer pour les UFO aussi au niveau des révélations. On commence à laisser passer des infos. On laisse celle-là parce qu'on ne peut plus la contrôler, donc on est obligé de la laisser. On la contrôle en la laissant quand même pour ne pas laisser dire n'importe quoi, pas qu'il soit contraignant pour eux, hein. Mais on laisse filer. Et les runes, c'est ça. Derrière les runes, il y a un monde ésotérique extraordinaire, occulte extraordinaire,
dans lequel un jour on parlera aussi, bien sûr, des relations galactiques de la mythologie nordique, par exemple. Ça, je ferai un jour un bouquin là-dessus. Tu peux voir que quand tu vas en Scandinavie, en Islande ou autre, tu sens la présence extraterrestre, pas sous la forme physique du flou, etc., mais il y a autre chose, il y a d'autres vies qui sont là, il y a d'autres gens qui se baladent. Et en Islande, tu peux très bien avoir un bus qui s'arrête à un moment, et tu te dis, mais pourquoi il s'arrête là? Il dit, ben, il laisse passer les elfes, là, il est en train de laisser passer les elfes devant, parce que pour lui, c'est évident, il les voit. Tout le monde attend, puis on repart. Et après, tu vas parler de gens qui vont dire, non, non, mais là-bas, il y a des êtres très particuliers, mais ils ne sont pas du tout terrestres ou quoi que ce soit, ce n'est pas des éléments de la nature, ce n'est pas des esprits de la nature, ce sont des relations extraterrestres, parce qu'on n'est pas loin du pôle Nord, on n'est pas loin de l'imaginaire de la Terre creuse, etc. Tout ça, ça fait partie de la mythologie nordique aussi, tout ça. On leur doit énormément aussi sur les révélations UFO, déguisées sous forme de légende ou de mythologie, quoi. Donc c'est bien, tout est en train de se regrouper, les scientifiques s'y mettent. Moi, je suis très optimiste par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'il faut mettre du cœur à l'ouvrage. Il ne faut pas se laisser décourager par les gens, par l'abrutissement parfois hypnotique, général, voulu. Il faut aller chercher sous le tapis ce qui s'y passe. Et les runes font ça. Parce qu'au départ, c'est juste une onde de forme. Tu en fais ce que tu veux. Tu ne veux pas m'écouter, tu ne m'écoutes pas, mais tu la prends. Tu vas te balader avec, tu la mets dans la poche, tu as ton petit galet, tu te balades avec. Faites ça avec les enfants, vous allez voir les histoires qu'ils vous racontent le soir. Je me suis baladé, j'étais sorti sur la table, ça a intéressé tout le monde. Enfin, bon. Moi, je trouve ça passionnant. Enfin, franchement, je trouve ça génial de se dire, bah tiens, je vais aller chercher de l'écorce, je vais aller chercher des pierres, et je vais les laisser s'exprimer pour dire, bon, bah voilà, moi, c'est telle rune que je veux que tu me dessines dessus, quoi. Voilà, il y a un échange aussi avec le végétal et le minéral qui est super intéressant, quoi, aussi. Alors, tu as déjà vu des runes, enfin, en tout cas, des jeux de runes, j'ai envie de dire mixtes, avec du bois, des pierres, ou vraiment c'est mieux quand c'est d'un seul matériel? Moi, je préfère, parce que moi, je suis un vrai Capricorne, vrai signe d'hiver, bien terrestre, bien que je sois Verseau, donc bien ouvert au-dessus, mais j'adore par exemple les pierres, ne serait-ce que pour le poids. Ça paraît tout bête, mais depuis petit, sur les plages, je ramasse des galets, et ça me rassure. Tu vois, c'est comme le soir quand tu te couches, tu tires cette couverture sur toi, tu dis j'en aurais pas besoin, mais la lourdeur me rassure, j'ai besoin de ça comme. La pierre, c'est pareil, quand elle est dans ma poche, que je l'ai gravée ou que je l'ai travaillée, que je l'ai peinte, elle est là. Je sais quelque part, j'ai mon grand-père qui est là, j'ai mon papa qui est là, j'ai la famille qui est là, c'est comme ça. Le bois, la différence, si tu veux, c'est que j'ai ce côté difficile de couper le bois. Moi, ça me paraît plus difficile tu peux pas prendre un bois mort, donc ça veut dire que tu t'adresses à l'arbre, tu lui demandes la permission, tu le sens ou tu le sens pas, si tu le sens pas, tu le fais pas, tu vas à un autre arbre, un jour ou l'autre, tu vas tomber sur l'arbre qui va dire, bah vas-y, je te passe ce morceau-là, développe-toi. Et dans ces cas-là, tu tailles, etc. Mais moi, la pierre, si tu veux, c'est le côté du petit génie qui t'arrive et qui dit tiens, voilà, prends celle-là, puis tu tiré, puis tu la prends, tu la mets, puis tu en as une deuxième, puis tu en as une troisième. J'ai je ne sais combien de jeux de runes, de pierres, mais peints différemment, avec parfois des petits micas que j'ai cassés, des trucs comme ça. Parce que c'est un moment qu'à moi. Au moment où je l'ai fait, c'est que moi. Et je me branche avec mes anciens, je me sens bien, je me sens réconforté. Bon, j'ai une partie de ma famille qui est là-haut maintenant, je la sens venir, je me sens en développement, en partage. Et puis à partir de là, quand je vois quelque chose, j'ai une confiance qui est inégalée autrement. Je suis là, je suis dans l'instant présent, ça me met dans l'instant présent. Jeu de mots en plus, inégalé. Oui. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, hein, mais. Non. Moi, j'ai entendu. Si tu veux, le bois est très très intéressant aussi pour des gens qui ont ce feeling du bois. Moi, je l'ai, par exemple, pour voir des artisans travailler le bois, ça me fascine, ou la marqueterie, des choses comme ça. Mais la pierre, c'est un côté rude que j'aime. Et voilà, c'est mon truc. Effectivement, non, c'est sûr. Alors, ce qui est bien aussi dans ton livre, alors effectivement, tu expliques les runes, tu expliques ce yoga runique. Moi, c'est quelque chose qui m'a étonné, que j'ai envie de pratiquer, parce que je trouve ça intéressant d'incarner la rune et pas simplement la tirer, mais tu nous laisses pas seul non plus parce que tu proposes aussi des méthodes de tirage quand même, pour qu'on puisse quand même, voilà, parce qu'il faut aussi une méthode, voilà, donc toi tu proposes 9 méthodes en fait dans ce livre, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup plus de toute façon. En fait, il y en a beaucoup plus. Là j'ai donné des méthodes de logique, quelque part avec un pour, un contre, avec au-dessus une possibilité déjà de résolver, de comprendre, avec en bas une quatrième rune, si tu veux,
pour te dire vers où va la situation, et puis une de synthèse au centre pour dire, voilà, là on est en train de parler de tel phénomène et autres. Mais c'est déjà compliqué. Moi, je trouve que c'est plus intéressant, à la limite, au fur et à mesure. Hein. C'est bien de prendre les tirages proposés pour comprendre un petit peu, au fur et à mesure, entrer ça plus ou moins dans un code de règles, pour après mieux les lâcher. Parce que le mieux, c'est que quand tu as ton petit sac en velours, en daim, ce que tu veux, avec tes runes dedans, vraiment, tu prends ton sac, tu mélanges, et puis tac, tu vas en lâcher 2, 3, ou tu vas choisir dedans. Et là, tu sens vraiment que tu n'es absolument pas intervenant, le mental n'intervient absolument pas, c'est pour, c'est contre, c'est la rune elle-même, et ça doit te parler. C'est là où c'est intéressant, c'est là où la magie s'opère, si tu veux. Et c'est là où plus tu en fais dans un bon sens, dans le sens d'apprentissage, plus après ça vient directement sous forme d'une médiumnité. Et d'ailleurs, c'est un langage que tu retrouves après en te baladant en ville. Tu vas ressentir des appels, des regards à droite, à gauche, et tu vas t'apercevoir que ça, quelque part, ça symbolise telle rune, ça symbolise telle rune. C'est vrai que quand tu vois les carrefours, les croisements de routes et autres, tu reviens à la rune. Les épines, tu les vois un petit peu partout aussi. Donc, ça te permet aussi d'avoir un langage avec l'invisible qui se concrétise. Donc, moi, je dirais qu'il faut aller au plus simple. Les tirages proposés peuvent paraître complexes, mais sont intéressants déjà pour un petit peu réguler, conceptualiser, pour mieux lâcher après. Comme je disais tout à l'heure, il faut des gammes, puis après, tu lâches, tu improvises. Mais au départ, tu ne peux pas partir dans n'importe quoi, sinon ça va être très très long en apprentissage. J'ai une question qui me vient à l'esprit, Gilles, parce que effectivement, mais là je te la livre telle qu'elle vient, hein, pour être très clair. On voit ce yoga runique où en fait on incarne la rune, on parle de pierre sur laquelle on va peindre, ou on va tailler, sur le bois qu'on va peindre ou qu'on va tailler. Mais bon, est-ce que tu as déjà vu des gens se tatouer des runes et si tu as échangé avec eux, est-ce qu'ils t'ont dit oui, ça me donne quelque chose, ça me donne de la force, ça me donne, voilà. Est-ce que tu as déjà vu des gens tatouer Oui. de runes? Alors, il y a le tatouage, en tout cas pour les runes, c'est beaucoup d'identification. C'est-à-dire que j'incarne la force, j'incarne la glace, j'incarne le feu, j'incarne justement le croisement des routes, je suis la personne qui va initier, je suis. Alors, c'est pas forcément dans un sens égotique, mais c'est aussi un besoin de mettre sa propre histoire sur sa peau. Ça, c'est par exemple beaucoup chez les Nordiques ou beaucoup les personnes de l'Est, qui prennent leur corps comme un livre sur lequel on écrit l'histoire au fur et à mesure de sa vie. Après, tu as toutes les initiations maoris, Nouvelle-Zélande ou autres, où c'est normal qu'on ait un tatouage pour dire qu'on a eu 7 ans, un âge redoutable, parce qu'on commence à passer du petit garçon à l'homme, après c'est l'adolescent, après c'est le guerrier, etc. Donc le corps se tatoue, et c'est comme ça qu'on te reconnaît. Et même sans t'adresser la parole, on sait qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas encore fait. Mais voilà, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, c'est un langage. Mais dans le sens des tatouages, faut être attentif aussi, parce que le tatouage ne se fait pas sur n'importe quelle partie du corps, surtout par rapport aux runes, parce que c'est une action occulte. Encore une fois, je disais tout à l'heure, depuis 2000-3000 ans, les gens font des tirages avec ces symboles-là. Ces symboles-là, multipliés par des millions de gens qui ont une pensée précise, prennent une force et émettent. Donc, quand tu as ça, quelque part, un tatouage runique est fait pour émettre une intention, une action. Donc, tant qu'elle te convient, ça va. Si elle ne te convient pas, il va falloir l'enlever d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne se met pas aussi sur des points réflexes, ça ne se met pas sur le cœur, ça ne se met pas en troisième œil et autres, parce que tu influences directement le chakra. Ça, c'est une pure réalité. Moi, j'ai vu changer des gens de comportement à partir du moment où ils ont fait ça. Comme on peut dire que quelqu'un qui a un corps transplanté d'une personne qui était un petit peu difficile de tête devient difficile lui aussi parce qu'il prend l'énergie, il prend le karma de ce cœur-là. Les runes ont quelque part aussi un passif. Quand tu parlais aussi du nazisme et des choses comme ça, quand tu vois des jeunes groupes aujourd'hui, les extrêmes qui utilisent ces symboles-là, c'est très très grave. Parce qu'ils salissent ce qui a été fait pendant des milliers d'années par des gens de volonté, de partage, en faisant la partie la plus scabreuse, c'est-à-dire prendre que l'essence de la force. Et ils en font une manière d'agir sur les autres comme une forme de domination. Donc attention à ce que les runes, quand vous les tatouez, ne vous dominent pas. Elles ne peuvent pas se tatouer n'importe où. Surtout pas sur les endroits d'énergie connus, méridiens, points de réflexe d'acupuncture, chakras et autres. Mais il y en a beaucoup qui le font exprès à cause de ça aussi. Hein, donc, Et je te pose la question parce que j'imagine que tu connais bien la culture nordique, mais
les tatoueurs dans ces pays-là connaissent justement tous ces points, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut. Oui, Ou c'est oui, une oui. culture Alors, qui n'est pas encore trop développée. ah oui, oui, non, 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 ils le savent, ils te conseilleront de ne pas le faire. Maintenant, si tu veux le faire, ils le feront, parce que tu Voilà. leur demandes, ce sont des commerçants. Après, si tu veux, un initiateur des runes ne fera jamais de tatouage. D'accord. C'est tout. Ouais. Voilà. Donc, celui qui transmet ne tatoue pas. Enfin, heureusement qu'on n'est pas devant une chaîne de Metallica, etc., qui revendique ça, mais c'est une réalité. Il y a des choses qui ne se font pas, sauf si tu es vraiment un très très grand initié. Donc, si tu es un très grand initié qui vient vers toi en te disant pour mon développement personnel, je veux ça, parce que, etc., alors là, c'est autre chose, c'est une autre démarche. Mais quand c'est dans le cas de mettre en valeur, de mettre en force, il ne le fera pas. Il dira ça va pas te rendre service. C'est tout. Mais tous les symboles ne sont pas utilisés comme ça, à la légère. Et c'est le problème de certains bouquins sur la Wicca, sur la magie, enfin sur la magie, il y a des choses sortir. Je me dis, mais je me rappelle d'une personne une fois qui est venue me dire, mais tu sais, j'ai fait tel acte magique que j'ai appris au niveau de la Golden Dawn, j'ai travaillé ça, etc. Ça n'a pas marché. Je dis, mon Dieu, mais heureusement que ça n'a pas marché. Tu te rends pas compte de ce que tu appelais là comme force. Voilà, quelqu'un qui est dans la innocent de tête qui va le faire, il passera à travers. Mais quelqu'un qui est vraiment dans la volonté d'obtenir, s'il obtient, ça peut être très dur aussi. Il faut être attentif à ça. C'est simplement comprendre que le plus important, c'est d'avoir établi ce lien avec son cœur, qui va diriger le cerveau, c'est pas le cerveau qui dirigera le cœur, avec son cœur, et après être en rapport avec ses propres anciens, sa propre lignée. La lignée, c'est très important parce que ce sont ceux qui sont passés avant toi dans ces épreuves-là, qui ont fait leurs propres erreurs, qui ont connu leurs échecs, qui ont connu leur gloire et leur réussite. Mais quand tu passes derrière, le terrain, il est propre, il est balisé. Donc tu peux y aller. Si tu fais une connerie, on te remettra sur la route, il n'y a pas de souci. Mais si tu pars vraiment trop loin et tu commences à dévier, il n'y aura pas forcément un retour possible. Donc, il faut être attentif à tout ça. Il faut rester simple. Le côté sombre de la force, effectivement. Entretien passionnant, Gilles, vraiment, c'est un sujet très riche. Et encore une fois, pas si connu que ça encore. Hein, parce que malgré tout, bon, on est quand même d'une culture celte, hein, on l'oublie parfois, on parle des Gaulois, mais enfin, oui, les Gaulois c'était des Celtes aussi. Hein, voilà, les Romains ont un peu effacé ça, on va dire. Hein. César disait c'est moi qui ai fait les routes en Gaule. Ouais, grand, il y a des gars qui les ont fait avant toi. Mais c'est pas grave, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je fais l'histoire. Voilà, c'est pour ça qu'il voilà, faut de temps en temps creuser un petit peu justement. Pour finir, justement, en off, on parlait de cette série sur Netflix, parce que bon, beaucoup d'auditeurs ont Netflix, cette fameuse série Ragnarok, que tu as peut-être regardée, toi Oui, j'ai commencé, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est assez intéressant pour résumer, en fait, on remet un peu Thor et la mythologie nordique dans un cadre un peu plus contemporain. Je trouve ça, moi, je trouve que ça fait partie de l'évolution des runes. Ça ne changera pas l'essence de base des runes elles-mêmes, du tirage des runes, de la mythologie nordique, sauf qu'on l'a fait évoluer et je pense que c'est fait pour ça. Et par exemple, je reviens de l'autre côté vers l'Asie des Tibétains, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il y a un lama qui s'appelle Dangar, qui est une série de Rinpoché, qui a dit, écoutez, le Tibet, c'est terminé, c'est plus au Tibet, c'est en Occident. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, Tibétains, on fait plus de tibétologie. On enseigne évidemment toujours le dharma, mais on s'adapte. Ça veut dire que maintenant, on va plus être des moines, on va se marier, on va avoir une vie, on va être dans la société et enseigner au plus près de nous dans la société. Les runes, c'est un petit peu la même chose. On part des runes de base et après, on adapte, on fait évoluer les choses. Mais la base est toujours là et les écoles de transmission sont toujours disponibles. C'est ça le plus important. Ouais. Passionnant. Gilles, j'ai passé un excellent moment. Merci. Vraiment. Ça fait plaisir. Ah oui, non, vraiment, c'était passionnant et je pense qu'on pourrait dire encore beaucoup de choses, mais c'est vrai que cette culture nordique, moi, m'intéresse beaucoup, me passionne. On connaît bien la mythologie égyptienne, voilà, mais c'est vrai que la culture nordique, encore que les médias, enfin la culture populaire et les Marvel, disons-le quand même, avec les films Thor, ça a quand même popularisé pas mal de choses. Et il y a des choses intéressantes, parce que effectivement, si on résume, Thor est un extraterrestre au final, puisqu'il vient d'une autre dimension. Mais comme Horus, dans toutes les mythologies, moi, tout à l'heure, je parlais des Tibétains. Sur certaines tankas, au Potala, tu avais
derrière Goro Rinpoche, des UFO, des secours volants. Tout simplement. Voilà. Hein, voilà. Donc, il faut avoir l'œil placé au bon endroit. Dans la chapelle Sixtine, on a sur les plafonds, personne n'en parle. Tu vois, le château de Chambord, Léonard de Vinci a mis dans les escaliers des soucoupes volantes. Il faut regarder. Ouais, On faut être initié à ça. on voit ce qu'on cherche, hein, c'est toujours pareil. Si on ne cherche pas, Voilà. on ne voit pas, effectivement. Exactement. Gilles, merci beaucoup. J'espère Oui, vraiment bon. qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble, alors peut-être pour un nouveau livre ou peut-être dans le cadre d'une table ronde. Mais Ouais. c'est vrai que c'est passionnant. Encore une fois, Le Lotus et l'éléphant, je trouve, a fait le boulot avec ce livre. Et encore une fois, je trouve que c'est un vrai plus de proposer ces supports pour pouvoir commencer. Mais vous l'avez bien compris, ce qui va être intéressant, c'est peut-être de personnaliser son jeu de rôle à soi. Voilà, et d'aller à la recherche des matériaux de la nature pour pouvoir personnaliser. Voilà, et bien écoutez, les amis, pour cette émission, on a fait 55 minutes, hein, on est bien, on est dans le contrat d'une heure, effectivement. Si vous avez aimé cette émission, bien sûr, on vous invite, comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu, c'est important pour l'algorithme Facebook. On vous invite bien sûr à partager cette vidéo autour de vous, auprès de vos réseaux sociaux. Et si vous voulez nous donner un petit coup de main financier, n'hésitez pas, ça se passe sur le Tipeee. Vous tapez Maybe Planet et vous pouvez ou regarder une pub ou faire un petit don. Toute aide sera bien sûr appréciée à sa juste valeur. Gilles, merci beaucoup. Merci à toi, franchement. C'est très agréable. Non, bah, c'est facile quand on a un interlocuteur comme toi avec une telle culture et un sujet aussi passionnant. Et puis encore une fois, j'espère qu'on se reverra très bientôt sur la chaîne du Maybe Planet. Ciao à tous. Merci à tous, au revoir.